Radio Flamme. Et maintenant, c'est le moment d'accueillir Jean-Luc Riva, alors c'est un homme mystérieux, a priori, puisqu'il va nous parler de GIGN, de KGB, de renseignement. C'est votre spécialité, Jean-Luc Riva. Oui, tout à fait. La recherche. La recherche de renseignement. J'ai commencé une carrière militaire dans le renseignement et je l'ai pu quitter pendant 25 ans. Donc je suis allé, j'ai vécu très longtemps en Allemagne, à Berlin en particulier, au moment de la guerre froide. Voilà. Et donc j'ai croisé à plusieurs époques de ma vie le GIGN. Donc ensuite j'ai fait quelques livres sur l'unité. Et puis en 1992, dans un couloir, j'ai croisé un type qui s'appelait Sergei Girnov, qui était élève à l'École nationale d'administration. Ils étaient deux en fait. C'était la première fois que l'école, l'ENA, on parle de l'ENA, l'ENA accueillait des Russes, encore des Soviétiques à l'époque. Et ces deux-là, il y en avait deux. Il y en avait un qui était austère. Et tout le monde pensait que c'était un type du KGB. Et en fait, le gars du KGB, c'était l'autre, celui qui avait le plus. Donc il avait une bonne couverture, il cachait bien son jeu. Il était excellent. Ouais. C'est voilà. Un peu comme dans les films d'espionnage, il vaut mieux ne pas laisser paraître. Voilà, tout à fait, c'était ça. J'avais une question qui me taraudait. Est-ce que maintenant, il a fallu que le monde du renseignement et de l'espionnage s'adapte et évolue par rapport au contexte qui est mouvant depuis quelque temps, parce que maintenant on parle d'attentats, là on a la guerre Russie-Ukraine à nos portes, on a de l'espionnage informatique, industriel, etc. Est-ce que dans ce que vous connaissez, est-ce que ça a évolué, les manières d'appréhender l'espionnage, le contre-espionnage? Alors oui, tout à fait, l'espionnage suit le cours du temps. En fait, en France, on n'avait pas plutôt cette culture du renseignement. La culture du renseignement, c'est la perception que l'on a de son importance. Et on ne pensait pas que le renseignement était très important. Ce qui n'est plus le cas maintenant parce que le renseignement est partout. Le renseignement, c'est le cyber, c'est le renseignement électronique, c'est le renseignement électromagnétique, il y a une variété de renseignements humains. Donc, on s'est adapté. La vie du renseignement, c'est adapté aux nouvelles technologies et on le voit maintenant, le renseignement, par exemple, dans la guerre qu'il y a actuellement entre l'Ukraine et la Russie, il y a une guerre informationnelle dans laquelle le renseignement prend toute son importance puisqu'on essaye d'intoxiquer l'adversaire avec de fausses informations. La guerre se passe en même temps, on n'en parle pas beaucoup, mais dans le cyberespace. Il y a plein de satellites qui sont orientés sur l'Ukraine. Il y a des satellites qui cherchent à détruire les autres. Voilà. Il y a toute une. Ah, s'il y a même la guerre dans l'espace. Elle se passe actuellement. D'accord. Elle se passe actuellement. Il y a une grosse guerre qui se passe dans le cyberespace. On voit beaucoup Sergei Girnov sur les plateaux de télévision en ce moment parce que l'actualité est tellement riche et on parle beaucoup du livre que vous avez coécrit avec lui, L'éclaireur. Mais je voulais savoir, mais il y a combien d'espions dans le monde? Mais on a l'impression qu'il y a un monde parallèle, qu'il y a des gens un peu partout qui ne font pas ce qu'ils ont l'air de faire et qui vérifient ou qui espionnent. Oui, tout à fait. Je vais vous dire, les espions sont partout. Bah oui. Un sur 3, ça. S'il y en a un sur 3, c'est pas moi. Non, je vous promets. Par exemple, toi, ça m'étonnerait, ou alors tu as une super bonne couverture. Donc on va dire que. À l'époque du KGB, le KGB c'était 400 000 personnes en gros. Sur ces 400 000 personnes, il y en avait 200 000 qui étaient ce qu'on appelait les gardes frontières. Il y avait 100 000, 130 000 qui faisaient du contre-espionnage. Et le reste faisait véritablement de l'espionnage, était envoyé à l'étranger. Là-dedans, il y en avait 2 à 3 000 qui étaient ce qu'on appelle les illégaux, c'est-à-dire des gens qui sont... C'était son cas, d'ailleurs. C'était son cas. C'est-à-dire des gens qui parlent parfaitement la langue du pays, dans lequel on les infiltre. Il n'a pas d'accent quand il est sur les plateaux de télé, il n'a pas d'accent. Et voilà, et ces gens-là vont rester en immersion, vont avoir un travail, une vie normale, dans le pays considéré. Par exemple, lui, c'était son cas en France. Il a travaillé en France comme journaliste et
au moment où on les réveille, on leur demande une action particulière, c'est-à-dire par exemple, ça peut être établir le profil de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous intéresse, vous établissez son profil, c'est-à-dire savoir quels sont ses points faibles, par quoi on peut le compromettre pour avoir accès soit à un renseignement, soit à une technologie ou à quelque chose. Et c'était son job. Il établissait des fiches avec un profil en disant, ben voilà, un tel est sensible à l'argent, on peut le compromettre par le sexe, on peut l'idéologie, où il a un ego surdimensionné, si on le flatte bien, il peut nous rendre service. Et parfois, à l'insu de la personne, ou parfois, pire, sous un faux pavillon. C'est-à-dire qu'on va faire croire à la personne qui va rendre service, par exemple, à la France ou à un pays particulier, et en fait, il travaille pour le KGB. Alors ça, c'est vraiment... j'ai l'impression d'être dans un film, déjà, vous voyez. Non, mais c'est ça. Parce que dans les films, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est une vie normale, elle claque, il y a un claquement de doigts et tout bascule. J'ai des exemples que je pourrais vous donner. D'accord. Et justement, dans le contexte actuel, ça résonne encore plus. C'est le dormant que... Ah mais c'est pire parce que maintenant l'espionnage a pris une autre dimension et il n'y a pas que il y a l'intoxication sur les réseaux sociaux. Les Russes ont monté une usine à trolls qui se trouve à Saint-Pétersbourg et qui inondent de faux comptes les réseaux sociaux et font passer de fausses informations ou essayent de mettre des avis quand par exemple on parle de la guerre en Ukraine. Vous avez plein de trolls qui arrivent et qui disent ben non, Poutine a raison, etc. Voilà. Et il y a cette lutte on revient de la propagande en fait, mais tout à fait plus fine, plus déguisée, qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est donc à nous, utilisateurs des réseaux sociaux et justement tout l'Internet, de faire un peu le tri de ces informations. Ah ben complètement, parce qu'il est très difficile pour les organismes d'État d'intervenir dessus. Parce que c'est à l'instant T que ça se passe. Donc le temps de réaction, on est toujours en retard. C'est-à-dire qu'une information peut en écraser une autre. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est ça. Par empilement. Exactement. C'est sans arrêt. Et j'allais demander quels sont vos meilleurs conseils justement de nos jours à bien trier les informations. Qu'est-ce que vous feriez? Alors bon, d'abord la première qualité d'un espion, c'est l'empathie. C'est-à-dire que l'espion, c'est quelqu'un qui va être... Je peux être espionne. Voilà, quelqu'un qui va avoir beaucoup d'empathie, à qui on va avoir envie de se confier. Il ne va pas parler beaucoup et il va vous écouter. Quand on veut pénétrer un milieu... Parle de trop. J'ai un doute quand même. Non, mais je vérifie, je coche les cases. Quand on veut pénétrer un milieu, on essaye d'abord, on étudie le milieu, on adopte ses codes. Par exemple, Sergueï Girnov a appris à jouer au golf. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé que le golf c'était le meilleur moyen pour aborder des gens d'un certain niveau. Ils ne vont pas jouer au foot, ils vont jouer au golf. Donc voilà, on s'introduit dans la société comme ça. Il a un niveau aussi d'études impressionnant, extrêmement élevé. Ouais. Incroyable. Ouais. Donc en fait, il faut quand même avoir des compétences particulières pour exercer et physiques. Oui, également. mais parce que la particularité du KGB, c'est qu'on dit vous ne choisissez pas d'entrer au KGB, c'est le KGB qui vous choisit. Parce que en fait, dès l'âge de 12 ans, on repère les sujets intéressants, en particulier, ce qui était son cas, les polyglottes, c'est-à-dire les gens qui ont un don pour les langues. Et Sergueï avait ce don pour les langues, et dès l'âge de 12 ans, il est repéré par le KGB, on le suit, mais sans lui dire, bien sûr, et à 18 ans, on le met dans un corner, on le met dans un coin en lui disant, voilà, tu viens de faire une petite erreur, on s'intéresse à toi, tu as des dispositions, ça serait bien que tu travailles pour le pays, pour nous. Et donc, il va avoir 3 vies. Il va avoir sa vie d'étudiant, il va avoir sa vie de militant communiste, parce qu'il faut s'assurer de son idéologie, c'est très important. Donc, on le suit sur le plan idéologique. Et après, sa formation d'espion. Alors, un illégal est formé en dehors de tous les circuits traditionnels. C'est une formation individuelle. Vous êtes convoqué... Est-ce que c'est encore à la rue Loubianka? Pareil. Loubianka comme non, à la... non, c'est plus à Loubianka. Non. C'était Loubianka, la ça existe toujours à Loubianka, mais c'est les services administratifs qui sont là. D'accord. Vous n'allez pas nous donner l'adresse non plus, je pense. Ici, on peut la retrouver. Le centre est ce qui s'appelle le centre de l'espionnage soviétique est à Yasenevo, dans la banlieue sud de Moscou, et on peut le retrouver sur Google Earth, des choses comme ça. Mais c'est fou, parce qu'en fait, les espions ne se cachent pas forcément, ils ne se cachent plus, Sergueï. Ah non, mais Sergueï est devenu une sorte de dissident.
Maintenant, il est réfugié politique en France, et c'est un opposant politique pratiquement. Parce que c'est quand même compliqué de vivre ce type de vie. Je vois, vous avez écrit GIGN, confession d'un OPS. Un OPS. Ouais. Alors, un OPS, c'est un opérationnel. C'est l'abréviation d'opérationnel. Voilà, c'est vraiment l'agent qui est capable maintenant d'aller sur le terrain immédiatement. C'est l'histoire. Mais Philippe B. Là, vous ne dites pas qui c'est. Non, c'est l'histoire de Philippe B. Donc il est anonyme, il reste anonyme. Oui, qui est devenu acteur maintenant, sous le nom d'Aton. Et qui a une vie assez extraordinaire. Il est allé en Libye, en Irak, il a fait l'exfiltration d'ambassadeurs dans les deux pays, en Libye et en Irak. Il est intervenu sur les prises d'otages sensibles et il est intervenu sur les frères Kouachi à Damartin. D'accord. Ouais. Et avec Philippe B, donc justement, on sort un thriller inspiré de faits réels qui s'appelle Rebut et qui va sortir donc votre univers, ce ne sont que des personnes particulières. Oui, parce que j'aime bien les gens atypiques, le reste m'ennuie. Mais par contre, là, vous êtes en super sécurité. Quand vous êtes, si vous sortez entre copains... Ah oui, tout à fait. Je me sens là, même vous, je suppose que vous avez été formé physiquement. Oui. Bon, maintenant, là, j'ai passé quand même. on reste pas espion toute sa vie. Bien sûr. Non, on reste pas espion. Enfin, on ne quitte jamais tout à fait le renseignement. Et je voyais pour conclure que la devise, vous allez me dire si c'est bien ça, mais du GIGN, parce que vous avez écrit un livre avec Christian Proutot. Proutot, le fondateur. Voilà, qui est le fondateur du GIGN. Protéger, dissuader et intervenir, ça vous... Oui, c'est ce qu'on dit, mais la véritable devise du GIGN, c'est s'engager pour la vie. Parce que c'est une unité qui préserve au maximum la vie. Que ce soit bien sûr la vie des otages en premier lieu, la vie de ses personnels ensuite, et même la vie du malfaiteur ou du terroriste, parce que leur but, c'est pas de rendre la justice, mais de l'amener dans la justice. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Luc Riva. Je vais rappeler le titre de votre roman. Alors, je pense qu'il doit se vendre comme des petits pains. Il est en L'éclaireur. Rupture de stock. Il y en a encore ici ce soir. Enfin, cet après-midi. Écrit avec Sergueï Girnov et Jean-Luc Riva, L'éclaireur. Et c'est aux éditions Nimrod. Merci beaucoup. Radio Flamme.